Nous sommes le 18 avril 2026 et cette date restera marquée dans les annales car l'une des entreprises américaines les plus puissantes et les plus dangereuses du monde vient de publier un manifeste qui aurait dû faire trembler toutes les chancelleries européennes. Un véritable programme civilisationnel en 22 points. L'entreprise se nomme Palantir. Ce texte est signé par son PDG Alex Karp, puis publié, donc assumé, sur X par le compte officiel de la société. Depuis cette date fatidique, les réactions sont peu nombreuses, voire timides. Et pourtant, le texte affirme que la puissance occidentale ne tiendra plus par le droit, ni par la diplomatie, mais par la force seule, et que cette force se construira sur du logiciel, que la question n'est plus de savoir si les armes à intelligence artificielle vont exister, mais qui va les fabriquer, qui va les maîtriser, et qui va les vendre. Il appelle à rétablir le service militaire obligatoire aux États-Unis. Il dénonce le désarmement de l'Allemagne et du Japon après 1945 comme une mesure exagérée. Il considère que l'IA va remplacer la dissuasion nucléaire. Et il termine en expliquant que certaines cultures sont, je cite, régressives. Mais régressives selon qui? Ce manifeste en 22 points est tiré du livre The Technological Republic, dont l'auteur n'est autre que Alex Karp lui-même. Le Palantir, ce n'est pas une entreprise comme une autre, car elle s'est infiltrée dans les services de renseignement de la plupart des pays occidentaux. Ses solutions d'analyse de données sont utilisées par les services de renseignement français, par l'armée américaine, par la police des frontières américaines, par l'armée israélienne, et même par le système de santé britannique, et puis évidemment par l'OTAN. Pour Palantir, vos données sont une ressource, et leur logiciel des armes de surveillance massive pour gagner une guerre contre les méchants. Oui d'accord, mais qui sont les méchants exactement? À qui s'adresse cette déclaration de guerre civilisationnelle? Et pourquoi une entreprise privée se permet-elle de proposer un tel programme qu'aucun État et aucune administration ne se permettrait d'assumer? Et surtout, qui est vraiment Palantir? Au-delà du mythe, au-delà des chiffres, au-delà de ses fondateurs, et pourquoi est-elle si puissante? Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions et analyser comment une société jusqu'ici inconnue du grand public est devenue indispensable à l'industrie de surveillance généralisée de dizaines d'États. Et surtout, on va démonter une idée reçue. Parce que quand on parle de Palantir, tout le monde se dit la même chose. Ils vendent de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de l'analyse de données. C'est faux. Ou plutôt, c'est un accessoire. Car ce que Palantir vend vraiment, ce n'est pas juste de l'IA, c'est de la dépendance. Et une fois qu'un État mort, il ne peut plus raccrocher. Bienvenue dans cette enquête de Risk Intel Media. Commençons par le commencement. Le 11 septembre 2001, les tours s'effondrent, le Pentagone brûle, et dans la Silicon Valley, deux hommes se disent qu'il y a un marché à prendre. Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, et Alex Karp, un jeune docteur en sciences sociales. En 2003, il crée Palantir. Le nom vient du Seigneur des Anneaux. Le Palantir, c'est cette pierre magique qui permet de voir partout à la fois. Donc, l'ambition est assumée dès le départ. Et très vite, ces deux personnages obtiennent ce qu'aucune autre start-up n'obtient. De l'argent de In-Q-Tel. In-Q-Tel, c'est le fonds d'investissement de la CIA. 2 millions de dollars. Ça ne semble rien, mais ce n'est pas l'argent qui compte. Ce sont les portes qui s'ouvrent derrière. Dès ces premières années, Palantir ne vend pas à des clients comme les autres startups. Elle vend à l'agence qui indirectement l'a financée. Oui, à la CIA. Deux logiciels sortent de leur bureau. Gotham pour Batman, pour les services de renseignement, et Foundry pour les gouvernements et les grandes entreprises. Sur le papier, ce sont des plateformes de fusion de données. Vous branchez vos bases de données, appels téléphoniques, flux bancaires, images satellites, dossiers administratifs, et le logiciel vous sort des liens, des schémas, des priorités d'action. Mais il y a un point que personne ne voit, car une fois que vous branchez Palantir dans une institution, ce n'est plus juste un outil, ça devient la couche par laquelle l'institution voit, trie, priorise et décide. Les procédures se calent sur les flux de Palantir. La mémoire opérationnelle, c'est-à-dire l'expérience accumulée par les équipes, se construit à l'intérieur de Palantir. Au bout de quelques années, vous ne pouvez plus vous en passer. Palantir est une véritable drogue dure pour les services de renseignement. Même si vous vouliez vous en passer, vous ne le pourriez pas, même si un concurrent vous proposait mieux. Parce que ce que vous perdriez en partant, ce n'est pas juste un logiciel. C'est 10 ans de réflexes, de formation, d'habitude, de code interne. Palantir n'est plus juste un fournisseur, c'est une prothèse. Sans elle, vous ne pouvez plus marcher. Le véritable système d'exploitation des services de renseignement. Et ce n'est pas une théorie, c'est une stratégie documentée. Prenons l'exemple de l'armée américaine. En 2025, elle a consolidé 75 contrats distincts en un seul accord cadre avec Palantir, afin de convenir à ses besoins futurs en logiciels et en données. 75 contrats unifiés
chez un seul fournisseur. Ce n'est plus un appel d'offres, c'est une fusion à ce stade. Puis prenons le département of Homeland Security. Toujours en 2025, il signe un accord d'achat cadre d'1 milliard de dollars pour que ces agences, ICE, la police des frontières, la TSA, les services secrets, puissent acheter du Palantir plus vite et avec moins de friction, comme on dit. Et puis il y a l'exemple du Royaume-Uni, le NHS, c'est le service de santé britannique. Il a confié à Palantir sa plateforme centrale de données pour plus de 330 millions de livres. Et en 2025, des députés ont découvert un détail glaçant. Après 330 millions dépensés, le NHS ne possède ni le logiciel, ni la propriété intellectuelle, ni même le savoir-faire développé autour. Tout appartient à Palantir. Le résultat de cette mécanique est sans appel. En 2025, plus de la moitié des revenus de Palantir viennent des gouvernements. Au 4e trimestre, les seuls revenus provenant du gouvernement américain atteignent même 1,850 milliard de dollars. Une hausse de 55% sur un an. Chaque nouvelle crise, chaque nouvelle panique aux frontières, chaque nouvelle guerre, chaque nouvelle escalade militaire se traduit par une nouvelle ligne dans un contrat Palantir. La peur est leur modèle d'affaires et leur puissance, c'est le réseau. Car Palantir est très intégré au système du pouvoir américain, c'est un nœud dans un réseau de pouvoir plus large, qui circule entre l'argent privé, les nominations politiques et les contrats publics. Peter Thiel, par exemple, cofondateur et président de Palantir, a embauché un certain J.D. Vance dans son fonds d'investissement Mithril, encore une référence au Seigneur des Anneaux. Il a financé son ascension à hauteur de 15 millions de dollars pour la primaire sénatoriale de l'Ohio. Ce J.D. Vance est aujourd'hui vice-président des États-Unis. Et pendant ce temps, l'administration a officiellement confirmé qu'elle utilise des modèles Palantir pour trier les dossiers d'expulsion des migrants. Palantir a même touché 30 millions de dollars supplémentaires pour étendre son système Immigration OS, qui permet à ICE de cibler, localiser, prioriser en quasi-temps réel les personnes expulsées. Et côté défense, un Maven Smart System, développé par Palantir, est désormais utilisé dans la couche décisionnelle du Pentagone pour aider à la préparation des décisions du président, du Conseil de sécurité et du secrétaire à la défense. On ne parle plus d'un fournisseur de logiciels, on parle d'une entreprise privée qui se trouve concrètement à la jonction entre le pouvoir et le monde des affaires. Le même réseau, les mêmes hommes, les mêmes intérêts. En 15 ans, Palantir a recruté au moins 32 hauts fonctionnaires britanniques. Et durant ce laps de temps, l'entreprise a remporté près de 670 millions de livres de contrats publics. Par exemple, Laurence Lee, ancien numéro 2 du ministère de la Défense, qui a participé à la stratégie IA de défense, a par exemple rencontré Palantir 9 fois avant de devenir conseiller stratégique du PDG, Alex Karp. Cela ressemble à du pantouflage à l'état pur. Ces liens permettent en outre à l'entreprise de s'assurer une pénétration privilégiée dans les budgets étatiques dont on a vu qu'ils constituaient le gros de son chiffre d'affaires. Et tout ça nous ramène au texte publié le 18 avril dont je vous parlais au début. Parce qu'à ce stade de notre enquête, on pourrait encore se dire que Palantir est une entreprise comme les autres, avec ses contrats, ses zones grises, ses polémiques habituelles. Sauf que Palantir vient de publier sa doctrine, en clair et sans filtre. Les 22 points du Technological Republic forment un programme. Il ne s'agit pas d'une entreprise qui plaide sa cause. Il s'agit d'une entreprise qui annonce ce que doit être l'Occident. Un bloc militarisé, réarmé, où la Silicon Valley a le devoir moral, je cite, de contribuer à la défense. Et où la frontière entre privé et public s'efface totalement. Et où certains peuples et cultures sont explicitement rangés comme régressifs. Je vous laisse lire ce manifeste en 22 points en entier, mais j'aimerais attirer votre attention sur 3 points fondamentaux. Le premier point d'attention est le 12e. Il indique que l'ère de la dissuasion atomique est désormais terminée. C'est désormais l'IA qui doit devenir la nouvelle arme de dissuasion massive. Je ne sais pas si vous mesurez la violence de ce point. D'autant plus que la majorité d'entre vous utilise l'IA comme un chatbot, un conseiller, un équipier. Mais personne n'imagine les implications militaires d'une telle technologie. Karp le dit quant à lui clairement, car il sait. Il sait ce que nous ne savons pas. Il voit ce que l'IA est capable d'accomplir sur le champ militaire et celui du contrôle social. Le second point est essentiel, c'est le 15. Palantir explique que nous n'aurions pas dû désarmer autant et neutraliser les Allemands et Japonais à l'issue de la dernière guerre mondiale. On parle tout de même de l'axe du mal. Ce point provoquera une réaction épidermique, j'en doute pas, chez nombre d'entre vous. Mais il a avant tout une visée mercantile et non idéologique. En fait, Alex Karp, lui-même d'origine juive, ne regrette en rien ces régimes. En revanche, il aimerait que ces pays dépensent plus dans leur défense. Et ça tombe bien, car Palantir est un fournisseur privilégié des complexes militaro-industriels de l'Occident. Plus de dépenses est égal à plus de clients, tout simplement. Et puis il y a le point 14, qui dit que la paix mondiale que nous avons connue jusqu'ici
repose exclusivement sur l'interventionnisme américain. Ce point fera sans doute rire toute personne vivant dans un pays autre que les États-Unis, en particulier dans les pays du Moyen-Orient. Mais au-delà de la contre-vérité qu'il représente, il s'agit en fait de plébisciter cette machinerie interventionniste pour une raison, car elle constitue le réseau de distribution de Palantir. Les guerres, la peur, les émeutes, les interventions, tous ces éléments alimentent et boostent le business de Palantir. Ce manifeste n'est donc pas juste une vision du monde, mais un gigantesque tract commercial pour le complexe techno-militaro-industriel dans lequel Palantir entend peser plus que jamais. Et la France dans tout cela. Parce qu'au vu de ce que nous venons d'aborder, vous vous dites peut-être, c'est loin, c'est américain, ça ne nous concerne pas directement. Eh bien faux. Depuis 2016, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la fameuse DGSI, utilise Gotham, le logiciel de Palantir. À l'origine, c'était un contrat d'urgence, signé quelques mois après les attentats de novembre 2015. L'outil était officiellement transitoire. On allait développer une solution française, promis, juré. 10 mois plus tard, en décembre 2025, la DGSI a renouvelé ce contrat, pour la 3e fois, et ce jusqu'en 2028. Pire encore, en mars 2025, l'OTAN a signé en seulement 6 mois, un record, un contrat avec Palantir pour son système de commandement des opérations alliées, Maven Smart System. Le même outil qui nourrit les décisions au Pentagone nourrit désormais celles de l'OTAN. Logique, vous me direz. Et pendant ce temps, l'alternative française existe, elle s'appelle Chaps Vision, avec en soutien l'alliance Thales-Atos. Leurs dirigeants disent d'ailleurs, je cite, qu'ils touchent au but, mais ils n'ont toujours pas le contrat. Pourquoi? Eh bien parce que remplacer Palantir à la DGSI, ce n'est pas juste changer de logiciel. C'est migrer 10 ans de modèles de données, reconfigurer des chaînes d'analyse, réentraîner des équipes. C'est exactement le type d'opération qu'aucun décideur ne veut assumer parce qu'elle coûte cher, qu'elle est risquée et qu'elle ne se voit pas dans un bilan. Mistral entend également proposer sa solution surnommée Poulantir. Mais pour le moment, la dépendance a parfaitement fonctionné, comme prévu. Alors, récapitulons. À ce stade de la vidéo, vous avez compris que Palantir est un vendeur d'armes comme les autres. Sauf que ces armes s'appuient sur vos données, sur vos comportements, sur ce qu'il y a en vous de plus humain, votre identité. Si demain un concurrent français ou européen remplace Palantir, nous ne ferons que remplacer un rouage de la machine de surveillance de masse qui se renforce de jour en jour grâce à l'IA. Cette machine est-elle nécessaire ou hors de contrôle selon vous? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, et peut-être que nous l'aborderons dans une autre vidéo. Celle-ci est déjà assez longue. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est qu'elle vous a interpellé. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à vous abonner et à booster la vidéo. Tout cela pour réveiller le saint algorithme et pour nous permettre de vous apporter de nouvelles enquêtes. Et maintenant que nous avons parlé de Palantir et de son empire de la donnée, vous vous demanderez certainement ce que font les cybercriminels de vos données. Surtout après les fuites à répétition qu'ont connues les Français. Si vous êtes Français, vous avez forcément vos données sur le dark web. Ça tombe bien. Nous avons également fait une vidéo pour décrypter ce